L'effet Eglet, je vais vous expliquer, quand vous l'aurez tous en main, je vais vous expliquer la signification de notre effigie Cap-Santéenne. L'armoirie, donc l'effigie Cap-Santéenne que vous avez avec vous s'explique de la façon suivante. Vous voyez deux traits, un bleu et un vert. Le trait bleu représente évidemment le fleuve Saint-Laurent et la rivière Jacques-Cartier, et le vert représente les terres agricoles et les terres forestières de Cap-Santé. Elles sont représentées sous deux traits de pinceau. Cap-Santé est extrêmement dédié aux arts et à la culture, et puis de refléter donc l'effigie par le biais de deux traits de pinceau est un rappel de cet amour-là pour les arts. Et vous voyez trôner au-dessus du trait vert un phare. Le phare, c'est le phare Jacques-Cartier. Alors le phare Jacques-Cartier, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais vous prendre 2 minutes pour vous l'expliquer. Ici, à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, en 1759, donc à l'automne 1759, vous savez que Wolfe commence à... pendant tout l'été 1759, Wolfe, là, il tourmente les Français sur le Saint-Laurent à partir de l'île d'Orléans, en prévision d'envahir la ville de Québec. Et il hésite, mais Montcalm n'est pas dupe, et il prépare ses arrières. C'est pourquoi il a demandé à ses hommes d'élaborer un fort de campagne. Donc, c'est pas un fort en maçonnerie, c'est un fort fait en levée de terre qu'on appelle, donc creusé à la pelle, et puis utiliser des arbres qui sont autour pour créer des butons selon la même architecture qu'un fort conventionnel qui serait en maçonnerie, mais en levée de terre et en bois. Et puis, il demande donc, ce sera, le fort Jacques-Cartier sera son site de retraite, si toutefois, comme il l'écrit dans ses mémoires, ben, il a pas le temps d'écrire ses mémoires, pauvre Diable, il est mort avant. Mais quand il écrit à ses subalternes, il leur dit, ben, en cas de désastre pour l'armée française devra se retraiter quelque part. Et le haut commandement, le ministre français de la guerre, lui, qui est plus préoccupé par ce qui se passe en Europe que ce qui se passe en Amérique du Nord, demande à Montcalm de s'assurer que les Français ne perdent le moins de territoire possible dans le cas de la perte de la ville de Québec. C'est pourquoi la rivière Jacques-Cartier, à l'époque, est très importante, parce que les Anglais ne possèdent pas encore la carte maritime, donc ils ne sont pas capables de remonter au-delà de Deschambault, et ils doivent donc emprunter des voies terrestres, dont le chemin du Roi, dans lequel le fort Jacques-Cartier va couper l'accès. Donc en 1759, tout l'été, on va élaborer le fort, et puis malheureusement, malheur est arrivé, et sur les plaines, les Français ont perdu, et l'armée française s'est réfugiée donc à Cap-Santé, au fort Jacques-Cartier, durant l'hiver 1759 jusqu'au printemps. Au printemps, on se rappellera donc la bataille de Sainte-Foy. Les armées françaises sont parties de Cap-Santé et sont allées après ça tenter une dernière bravade sur les plaines. Le fort Jacques-Cartier qui avait été érigé, entre autres choses, avec des levées de terre, des bois, mais en même temps des matériaux de l'église. Pas celle-ci, mais l'autre qui était un peu plus par là-bas avant. Et les fidèles étaient très déçus parce que l'armée française avait réquisitionné leurs matériaux. Alors quand les Anglais ont finalement repris le fort et ont dit, ben, finalement on n'aura pas besoin parce que c'est un ouvrage beaucoup trop important pour que nos troupes puissent l'utiliser convenablement, ben, les ouailles, eux autres, ont dit c'est correct, on va aller chercher notre bois et nos clous. Fait qu'ils sont retournés chercher leur stock. Fait que c'est pour ça qu'il reste presque plus de vestiges du bord dans le quartier, mais qu'encore aujourd'hui, ils traînent sous nos armoiries. Donc, c'était la petite histoire de notre effigie. Lévis, c'est intéressant. Lévis, absolument. Ça a été les quartiers d'hiver de Lévis, entre autres, où est-ce que le manoir Alsop, ce qui était la maison Pichet à l'époque, ancêtre de la famille Pichet. Donc, oui. On va compter aujourd'hui sous forme de pièces de théâtre avec des acteurs qui ont essayé de faire leur possible. Ils sont des descendants, soit en ligne directe, de Nicolas Matt, surtout pour les gars, puis les madames, des fois c'est leurs conjointes qui vont jouer les rôles des filles. C'est pas des professionnels, ils n'ont pas pratiqué sauf une seule fois. Ils n'ont pas appris par cœur, fait que souvent ils vont lire leurs notes, mais on va vous conter l'histoire de Nicolas Matt jusqu'à temps que Madeleine Auvray décède. C'est la guerre des religions en France. Arrive au monde Nicolas avec 2 L, qui va marier une Vasseur. OK? Fait que, puis son frère Robert va marier une Plasma. OK? Donc, Nicolas va faire son existence et après ça, il va se marier
il est né en 1609, il va se marier avec Barbe Arrache. Les Arraches sont, à notre connaissance, des Huguenots. C'est plus la guerre des religions, c'est protestant. On tombe sous le règne de Louis XIV. Vous connaissez ça? La plupart connaissent tous Louis XIV. Donc Nicolas va venir à Sainte-Geneviève-en-Bray, mouche à l'œil, une petite bouquette, tout petit, en 1636, en Normandie. Et Nicolas va faire sa jeunesse là. Puis, tout d'un coup, Nicolas décide de s'en venir. Nicolas Nappe. Il était pas jeune quand il est parti, hein? Non, il est relativement... tu sais, s'il est né en 36, il s'en vient ici vers 63, 64, 65, si on n'est pas sûr, on ne l'a pas trouvé. Vous dire qu'on va le trouver, ça me surprendrait, les papiers sont à Dieppe. Ça se pourrait qu'il y ait eu quelques affaires sur la tête durant la guerre. Soit Dieppe ou Rouen, là, mais il y a eu tellement d'affaires durant la guerre, qu'on a perdu beaucoup de papiers. Fait que Nicolas s'en vient. Parles-tu français? Hein? Non, il parle normand. Normand, c'est pas pareil. C'est des Normands, hein? Tu peux parler, là, vas-y, hein? Ah, il y a quel âge? Ah, lui, là. De se lire et écrire, je traverse probablement vers 1665. J'ai 29 ans. J'aurais peut-être travaillé pour Louis Blanchard sur la rive du coin nord de la rivière Saint-Charles, ce qui deviendra la baronnie d'Orsainville appartenant à Jean Talon. Ouais. Fait que ceux qui ne le savent pas, ceux qui connaissent beaucoup le Québec, vous savez où est-ce qu'est le parc Victoria. Bon, puis la bâtisse des religieuses, là, puis le poste de police, pour certains. Tout dépendant de votre fréquentation. Ben, juste à côté où est-ce qu'il y a une polyvalente, là, à l'heure actuelle, ça serait grosso modo dans ce coin-là. La bâtisse est vide, là. Il y a plus de régime. Ouais, c'est vrai, dans ça. Mais où est-ce qu'il y a plus la polyvalente, ça veut dire du côté nord de la rivière Saint-Charles, ça serait là que Louis Blanchard aurait travaillé parce qu'il va revenir encore. Alors, bienvenue chez nous. Je sais que votre horaire est quand même serré. Oh my God. Donc, on se retrouve en 65 à Québec. Louis Blanchard vend sa terre. Nicolas n'a plus de job. Fait qu'il décide de s'en venir à Neuville. Ben, à l'époque, c'était Dombourg, la seigneurie de Dombourg. Jean Bourdon. Si vous inversez les noms, ben, Dombourg, Popo, les bourgs de l'époque. Donc, c'était le seigneur de l'époque. Il y avait déjà des connaissances parce que, soit que c'était emmené avec eux autres, ben, Jean Dombourg, c'était un gars très influent au Ranzan. Comment on dit ça? En New-France? En Nouvelle-France. Non, il n'appelait pas ça la Nouvelle-France. En Neuve-France. En Neuve-France. En Neuve-France. En Neuve-France. Je savais lire, hein? Oui, ça va lire. Louis Blanchard vend sa terre en 1669. À qui? À Jean Talon. Écoutez, moi. Alors, je signe un contrat en septembre 1670 pour un morceau de terre à Dombourg. À Neuville à l'époque. Vraiment, les seigneuries, c'est jusqu'en 1870. Ouais, c'est que les Britanniques Ils décident d'avoir ça. On en reviendra. Là, je vais vous dire, là, il arrive ici. Il n'y a pas de cheval. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Il y a des arbres. C'est là. Lui, là, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il habite quelque part. Fait qu'il va être obligé de faire une cabane. Ce ne sera pas de maison, c'est une cabane. Un camp, quoi. Comme nous appelé un camp. Fait qu'imaginez-vous que là, l'hiver arrive, il faut que tu te nourrisses. C'est pas moins frais à l'heure actuelle que ça. Puis les habits de l'époque, peut-être pas ce qu'on a à l'heure actuelle, hein? Il faut qu'il vive ici, le monsieur. Les hivers sont froids. Puis là, il passe l'hiver.
Puis il passe le printemps. Puis il sème à travers les troncs d'arbres. Tu sais, à l'époque, il sème à travers il n'y avait pas de moyen. Il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de boule, là, derrière. C'est mécanique et en Fait qu'il décide, ben, après ça, de faire un petit bout. Non, c'est bon, Alors, je descends en canoë à Québec pour voir arriver les filles du roi. Oh, la sortie de la semaine! c'est plutôt la sortie du mois. Hey, t'embarques un canot puis tu descends à Québec. Ça va bien. Mais quand tu reviens, là, je sais pas si tu le sais, mais t'es contre les lumières rouges. Il y a du courant si vol, là. Un petit canot, là, puis ah ouais, il sait ton rame. La marée monte, t'en profites, mais ça ne donne pas tout le temps. Fait que, tu sais, à Québec, là. C'est pas grave, il a trouvé la fille du roi. C'est pas grave, il a trouvé la fille du roi. On vous le comptera tout à l'heure. Là, on vous laisse le temps de visiter. Regardez la place tranquillement. En bas, il reste des ruines, si on peut dire. Sinon, qui ont la patience et le courage de descendre en bas. Des moulins qu'il y avait, ça c'est le dernier. Fait qu'il y a eu plusieurs. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas sa tenue de printemps, c'est sa tenue d'hiver, là, ça ressemble bien grosso modo à ça. Oubliez le bas, c'est des sabots. OK? Sauf que le marchand de sabots, je ne suis pas sûr qu'il l'a rendu avec la journée. Fait que, c'est à peu près leur vêtement. OK? Fait que, imaginez-vous, là, qu'on se retrouve, quelle année qu'on dit? 1661. 1661. C'est marié. Bon. OK. Je rencontre Madeleine Aubry. Je rencontre Madeleine Aubry, fille du roi. Elle arrive en bateau, mais elle vient pas vite. Donc, Madeleine va vous conter son histoire avant d'épouser son Nicolas. Bonjour, je suis Madeleine Aubry. Baptisée à Verdun, coin Normandie. J'ai environ 1652. C'est pour m'en souvenir. Il y aurait eu une erreur en arrivant ici, là, selon les registres, là, ils se sont mêlés avec une de mes sœurs. Donc, soignant orpheline, en France, en vieille France, j'avais pas d'avenir devant moi. Seul avenir que j'avais, servant religieux. Mais, je vous dis, Madame Bourdon, qui vient à l'orphelinat, que nous dit que notre bon roi payait une dot pour les filles qui voulaient s'en aller en Nouvelle-France. Oh, mon intérêt! J'ai su que là, ici, en Nouvelle-France, l'abondance des terres, l'abondance de la nourriture et un homme à marier. Oh, que j'étais intéressée à me rendre en Nouvelle-France. Sauf qu'il m'inquiétait le plus, c'était le voyage. Le voyage sur un voilier,
on dit dire, comme on disait, ça pouvait prendre jusqu'à 3 mois avant d'arriver. On nous installait à la Seine-Val, l'endroit où on mettait les canons. On enlevait les canons et on était installés. Je suis partie avec 86, nous étions 86 filles pour la Nouvelle-France. Je suis arrivée en 1671. J'avais comme dot les 50 livres, je crois. Et les arbres, mon petit bien à moi dans un petit coffret de 300 livres. Le 10 octobre, un contrat de mariage avec Nicolas. Oh, qui était très intéressant, parce que lui, un habitant avec une tasse et une bonne maison, non une cabane, très intéressant, très intéressant. Donc, on fait notre contrat de mariage le 10 octobre. Nicolas savait signer, non moi. Est-ce qu'il savait écrire? On ne le disait pas trop fort. Peut-être. Le notaire, Becker, nous fait notre contrat de mariage. Nous nous marions un lundi 12 octobre à Québec. Puis, nous partons pour Neuville. On s'est établi à Neuville. Très travaillant, mon Nicolas, énormément travaillant. Au bout de 10 ans, au recensement de 1681, après 10 ans, nous avions 15 arpents mis en valeur et 3 bêtes à corps. Nous étions bien nantis. Et 11 enfants évolus au chevet. Tu as vraiment travaillé. Oui. Est-ce que je commence avec les enfants? OK. Mon premier, Léonard. Mon premier. Mon premier. Mon premier enfant? Non. Mon premier? Léonard. Léonard. Va voir maman. Viens me voir. Va voir maman. Viens me voir. Maman veut te voir. Oui. Maman veut me voir? Oui. OK. Ah bah. Même à la naissance. Léonard naquit le 13. Ah oui? Ah, OK. Allez-y, Léonard. Je vais apporter une feuille parce que j'ai perdu la mémoire depuis tout ce temps. Je suis né le 18 novembre 1672 à Dombourg, aujourd'hui Neuville. Je suis l'aîné de la famille. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de connaître tous les autres. Le 28 novembre, j'ai été baptisé à Dombourg par le supérieur des Récollets. Il fallait le faire. Il venait d'arriver, ça faisait 11 mois. On m'a donné le même prénom que mon parrain, qui s'appelait Léonard Fauché. Je ne sais pas s'il était fauché, par exemple. En 1696, à l'âge de 24 ans, je suis devenu milicien sous Iberville. C'est la personne. Léonard, on en rencontre plus longtemps. Parfait. Aucun Mais problème. vous pouvez rester avec moi. Oui, aucun problème. Là, parce que là, je vais présenter ma deuxième. Oui, comme vous dites. Ma deuxième, Françoise.
C'est 365. Ah. C'est quoi? Non, je remplace. Oui, moi je désolée, mais ma deuxième fille devait être ici, mais à cause de maladie, à cause de ce qu'on vit présentement, ben, on avait travaillé fort la semaine passée et l'autre semaine d'avant, on avait travaillé très très fort pour faire nos vêtements. Fait que, oui. Okay. Oui, déçu, là, on en pleurait quasiment. Comme ça, la deuxième fille, c'est Marie-Françoise Mapp. Elle est née le 29 janvier 1675 à Dombeau. Elle a été baptisée la même journée. Son parrain était Pierre Jallet. La marraine était Françoise Larchevêque, la fille du roi aussi. Oui, il faut dire que nous étions 48 installés ici à Neuville. C'est pas d'autre chose. C'est bon? Merci. Troisième, Laurent. C'était supposé être Jacques. Puis qu'on avait travaillé fort, puis lui aussi était habillé, sauf qu'il n'y avait pas de manteau. Mon mari, mon garçon, il avait des belles vestes avec des deux pantalons. Il y avait le chapeau aussi. Oh, on va le déchapeauter un peu. Laurent, c'est le troisième enfant. Il est né le 19 juin 1677 et il a été baptisé le 29 juin, 10 jours après. Il n'y a pas de prêtre à l'époque, il n'y a pas de curé. Donc, ce sont des prêtres qui voyagent de paroisse en paroisse. Donc, Léonard a eu, mon grand frère a eu une belle chance d'être baptisé par quelqu'un qui avait un grand titre, ce que moi, je n'ai pas. Fait que, mon parrain est Laurent Lorimier et ma marraine est Barbe Boyer, l'épouse de Paul Cartier. Il n'est pas chanceux comme Léonard. Je vous le dis, en fait. Léonard, sa marraine, c'était quelqu'un. Je m'en vais, ça va. Ah! Le quatrième. Madeleine. Quatrième. Qui m'appelle? Madeleine, c'est beau. Oui, bien, bien, ma belle grande fille. Ouais, mais je suis pas Madeleine, moi. Et c'est qui, Madeleine? La Marie-Jeanne. quatrième. Qui est la quatrième? Quatrième, c'est moi, mais je m'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne? Ben oui. Ah, c'est Marie-Jeanne. Quand on a 11-12, on se trompe de nom, il n'y a rien. Avec 11, là, ça se peut que j'en... On en met là. Bon, ben, je vais y aller. Le temps qui s'en vient, je vais faire lire quelque chose à Nicolas. Parce que Nicolas, il a affaire avec du monde. Pour suivre la chronologie. Je vais attendre un petit peu. En juillet 1679, je suis témoin à Québec pour Marie Hébert, fille de Louis Hébert, épouse de Guillaume Couillard. Louis Hébert, vous savez c'est qui? Oui. Et Guillaume Couillard, vous savez c'est qui? Oui. C'est l'ancêtre du Couillard d'Amérique et notre ex-premier ministre. Les dates, maintenant qu'on était très bien vus, étant donné que nous étions très bien nantis, ici à Neuville. Donc, Merchant, viens voir. Tout bien. Je te dis que mes filles, ils connaissent ça là. Bon, moi, je suis Jeanne, Marie-Jeanne. Vous avez tous le nom de Marie. La quatrième fille de Nicolas et Madeleine. Alors, je suis née le 19 décembre 1879, baptisée le 20 décembre 1679 à Tombeau. Mon parrain était Pierre Gatien, la marraine Jeanne Constantino.
peut-être pour ça que je m'appelle Jean. Le prêtre, Germain Morin, prêtre commissionnaire. Bon, j'avais pas vu pour l'instant. Le cinquième. Mais là, en cours, c'est non, on ne fait qu'en être. Vas-y, mon Nicolas. Le 16 avril 1681, je suis témoin à Québec pour Marie Hébert, fille de Louis Hébert, épouse de Guillaume Couillard pour Pierre Groslot, le 25 mai. Ouais. Le 26 mai 1682, je suis confirmé à Québec par Monseigneur de Laval. Ah oui. Ah. Pas n'importe qui. Non. Le cinquième. Il fallait qu'il y en ait un qui porte le nom de son père. Nicolas. Ah, le bon. Le meilleur. C'est mon ancêtre. C'est votre ancêtre. Mon nom est Nicolas Matt. Je suis né le 22 septembre 1682 à Dombeau. J'ai été baptisé la même journée. Mon parrain, Nicolas Langlois, propriétaire du lot 211, qui correspond au 1087 138. Et ma marraine, Elisabeth Mignamont. Bravo. La sixième, Marie, est venue au monde le 9 février 1685. J'ai connu un petit peu dans l'avenir. J'ai fouillé un peu, là. Il y en avait qui étaient capables de savoir l'avenir, il y en avait qui étaient capables de voir dans mes enfants qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais figurez-vous que ma Marie, c'est l'ancêtre de... Hein? Non, qui était une femme communiste, là. Marois? Ah, Marois. C'est une des ancêtres de Marois. Ouais. Ah. Oui. Ouais. Le septième? Non, parce que Ah, OK. mais il faut que j'étire un petit peu. On va demander au guide de nous conter un petit peu l'histoire de l'église de Neuville. La première église dans mon lieu, là, ici à Neuville, il est arrivé en 1669. C'était toute une petite église, là, chapelle, là, avec un clochon. C'était à peu près là, de l'autre côté de la rue. Et ensuite, pour l'agrandir avec les besoins, la première église a été sous les murs ici. Elle datait de 1685. C'était une petite église de pierre. Et après, ça a toujours été une question de démolir pour construire tout. Jusqu'à l'église qu'on voit ici au bout. D'ailleurs, celle-ci a été construite, l'ancienne partie, en 1761. Et on s'est trouvé jusqu'au clocher 1854. Oui. En fait, c'était un agrandissement de curé à l'époque, avec le curé là-bas. Il voulait rentrer dans l'église aussi au l'église et l'agrandir avec les besoins. Dans l'église ici, on a trois monuments qui sont classés historiques, qui sont protégés. On a le cœur, on voit ici, mais on a surtout le baldaquin qui est à côté. Donc, le baldaquin, ça vaut la peine que j'en parle, là, si j'ai le temps pour vous. En fait, c'est le plus vieil ensemble de monuments religieux de Nouvelle-France, qui a été construit par des artisans d'ici même et non de l'Europe. Qui date de 1695. Il est entièrement en bois. Et il y a une histoire particulière. Parce qu'à l'origine, il n'était pas censé ici. En fait, il était dans l'ancienne cathédrale. Mais les années passent, et au début du 18e,
Monseigneur Saint-Marie, l'évêque dans ce temps-là, il a décidé de descendre jusqu'ici à l'église pour demander la bénédiction. Il faut savoir que la Seigneurie, ici, c'était un des premiers Nouvelle-France. Et, vous voyez là, en échange de nourriture, on va recevoir le baptême. Une histoire très noble pour le baptême, qui va arriver ici en 1717 en pièces détachées et va être installé depuis l'institution. Petite curiosité de podcast, à l'origine, la croix qui est là en haut, en fait, c'était une statue. Et c'était le troisième statue, c'était aussi de Jésus. Sauf que quand on fait l'agrandissement actuel, le curé de l'époque lui s'est permis d'enlever les statues parce que, selon ses dires, elle portait plus à résider. Donc, c'est dans le cadre donc, il a pas été et décidé de remplacer par un autre curé. Et des vitraux. Monter des vitraux, une fois, je vais monter des vitraux, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu des vitraux ici, qui est un nom de la famille Plate. C'est le vitraux, là, juste à gauche. Donc, il y a l'Annonciation. Mais il y a aussi l'autre vitraux, la native. En fait, celui-ci, il y a vraiment une histoire particulière. C'était le nom de la famille, mais un gros nom. En fait, là, ça commence en 1928, donc un an dans cette année, avec un touriste américain qui était au Québec. Mais il a fait une crevaison sur le cul. Et en plus de ça, il a perdu son portefeuille. Et il va retourner aux États-Unis sans le retrouver. Par contre, M. Joly, un habitant de l'île, va le retrouver quelques jours plus tard. Et ce portefeuille contenait 400 $. Donc, une grosse somme pour le temps. Et il décide d'essayer de retrouver l'Américain avec les moyens de l'époque, il n'y a pas d'Internet. Il le retrouve à Japon. Donc il décide alors d'aller en parler à cette personne avec qui on se confie un peu dans le curé. Et le curé va profiter de cette affaire. Il dit si tu tiens à faire une bonne action, tu peux le donner à l'église en fait. Avec l'argent, là, monsieur va décider de donner l'argent. Et qui va servir en fait pour la construction de quoi? Pourquoi tu dis que c'est le mot le plus grand? Parce que les maths, la famille Matt avaient fait un peu plus long entrée, mais cette fois-ci, à l'église pour la création de Jésus. C'est écrit le nom de la famille Matt ou le nom de la famille? D'ailleurs, il est un petit peu plus récent que l'autre, qui date de 1935. Et c'est ça, c'est une compagnie qui travaille à Montréal qui faisait ça. Elle s'appelait la JP au Chat Compagnie. C'est une compagnie de Christ. Dans ce canopé en dorsale, c'est assez unique ça ici. En fait, le baldaquin, je viens de préciser, c'est vraiment unique en Amérique. On trouve ailleurs dans l'autre église. Seulement dans les cathédrales. Aussi, là, il y avait été. C'est un certain genre de de la peau qui l'a construit. Et c'était expédié à l'époque de Saint-Pierre de Rome. C'est ça que je vais savoir. Même qu'à l'origine, le baldaquin il faut davantage de ça. Oui. Et finalement, il a terminé les années 80 avec cette Et maintenant, c'est quoi l'obligation de la municipalité envers ça? C'est une municipalité, il faut savoir qu'elle a racheté le bâtiment complet en 2007. Donc, elle a décidé d'installer la bibliothèque qui soit reprise de l'église. Et la municipalité a fait beaucoup de rénovations pour toute la nef. Et puisqu'il y a aussi les bâtiments passés, il y a des subventions et la municipalité aussi. D'ailleurs, le cœur, il va être rénové cet hiver. Parce qu'il faut savoir que le but, c'est de lancer le cœur, ça va monter facilement le sac. On va être très surpris aussi de ça. On peut parler effectivement de qui est ici
Antoine Plamondon, qui c'est un grand peintre québécois du 19e siècle. C'est assez impressionnant dans le conseil qui a vécu de 1804 à 1895. Et il a peint pratiquement toute sa vie. Il faut savoir aussi qu'il a été le premier peintre québécois à aller faire ses études en France et en Italie. Quand ils sont venus, il est assez prolifique. Il fait peindre une balade de tableaux, non seulement dans les églises, mais aussi au Canada. Lui, on disait lui que c'était un peintre copiste et portraitiste. Donc, copiste, là, parce qu'il faisait de la copie religieuse, de grands chefs-d'œuvre qui existaient. Évidemment, un peu central. Donc, il va faire beaucoup de contrôle dans les églises. Et on voit ici, on a autant de temps. Parce qu'il n'y a pas seulement le bleu ici, il y en a également à la sacristie. Donc, si vous voulez, en fait, on a 27 toiles. Normalement, il y a des échanges sont antérieurs. C'est parce que Plamondon va venir s'établir ici en 1845. Juste une petite anecdote mignonne, on peut le dire. Mais il y avait, quand il s'est marié, Nicolas, il avait 35 ans. Oh, il était vieux, ça n'a pas de bon sens. Et elle avait en bas de 20 ans. Oh, dégueulasse. Non! Oh, mais attends un peu. Pendant que tu y es, l'affaire de fille mineure, fille majeure, là, avant les années 1830-1840, c'est 25 ans et plus. En bas de ça, t'es fille mineure. Je savais que les filles, dans ce temps-là, pour plusieurs, ça ne valait pas grand-chose. Puis après ça, ça a changé. C'est venu à 21. Là, c'est 18. En haut de 18, à l'actuel, c'est des filles majeures, mais à l'époque, elles étaient encore mineures. On est rendu à... oui, madame, oui. La dernière. Oh, je l'aime. Mère, je l'aime. Angélique. Elle ressemble à sa soeur. Je suis née le 22 juin 1797 à Beaumont. Je suis la petite dernière de Nicolas et de Madeleine, âgés respectivement à l'époque de 61 ans et de 43 ans. C'est la dernière. Les filles. Venez. Bravo, bravo. Jeanne, c'est qui Jeanne? Qui faisait Jeanne? C'est moi. Viens, Jeanne. Non, Jeanne a rien. Ah. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans, en 1695, avec Jean Beaupoint. Hein? Oui, je veux déménager. Âgée de 25 ans, Jacques Beaupoint. Elle déménage vers 1700 à Saint-Antoine de Tilly, parce que Jacques Beaupoint avait eu une terre de l'intendant de Nouvelle-France, Jean Talon, concédé des terres vers 1672 pour le peuplement de Nouvelle-France. Alors, dans l'histoire de Saint-Antoine de Tilly, Pierre Beaupoint fut un des 5 premiers colons y habitant au recensement de 1681. Il y a d'ailleurs une plaque commémorative érigée à cet effet en face de l'église Saint-Antoine de Padoue. Parce qu'il y a une version de Saint-Antoine de Padoue. À l'époque. À l'époque. En juillet 1702, Madeleine cède à Jean Masson le terrain de la rivière Mat où j'avais fait construire ma maison. La partie où on est sur le Trois-Moulins, là, quand on a descendu à la côte, le terrain, il fait ça de même. Une coche, là, comme ça. Et cette partie-là, c'est Madeleine qui l'a vendue. Ah, c'est elle qui signe les papiers. Nicolas n'a pas signé. Parle-moi de ça. N'oubliez pas, là. 1702, Nicolas, t'as quel âge? Non. C'est elle qui est né en 56. On va regarder sur nos feuilles. 67 ans. 67 ans? Oui. À l'époque, là, c'est pas... Léonard, ça, tu l'as fait? Laurent? Ah, c'est beau, ça, encore? Laurent, c'est le premier qui va laisser une descendante. Il a été marié 10 ans. OK? Laurent, le problème, pas le problème, c'est que Laurent, il est arrivé, Léonard
Habituellement, les plus vieux avaient la terre. Non, il n'est pas mort. Lui, il ne peut pas avoir la terre. Il est obligé d'aller ailleurs. Et c'est qu'il fait? Il monte dans les terres. À fin du site, il l'a franchi. Et qu'il va commencer à se faire une terre ici dans le coin, ce qu'on appelait, comme on aimait à l'époque, le rang des Méloises. Le rang des Méloises, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Madame de Méloise, la fille, c'était la maîtresse de Bigot, de l'intendant Bigot. Mais son père était aussi très haut dans les choses, fait qu'il est venu se construire ici. Donc, Laurent, il a eu plusieurs tours, il a été payé, il a obligé de payer un paquet d'affaires, il a été obligé. Son premier enfant est né à Neuville. Puis là, je vais être obligé d'arrêter, on est en 603. Le premier enfant à Laurent arrive. Après ça, c'est parce qu'il se passe une autre histoire. Je vais être obligé de jouer le temps. Donc, Nicolas Fils. Oui, c'est moi. C'est toi qui la présente, vas-y. Je me marie le 20 avril 1705 à Neuville avec Marie-Angélique Coquin, dit La Tournelle, et j'aurai 11 enfants. La lignée des Laurent, c'est une lignée de terre. La lignée des Nicolas, va vous flatter certains, là, qui vont dire, c'est une lignée de gens d'affaires. Nicolas, il a fait signer des quittances, c'est lui qui va avoir la terre. Lui, il a fait signer des quittances à son frère, sa soeur, sa soeur, sa soeur. Il a à peu près partout fait signer des quittances pour être sûr qu'ils ne reviennent pas pour les droits de propriété. Il y en a il y en a, lui. Non, c'était un gars d'affaires en tabarouette. Ouais, mais vous avez vu tout à l'heure les terres, l'arpentage, là. Il voulait être sûr que ça peut pas être correct. Je me marie, Anne se marie avec Romain Dubuc, le 7 octobre 1608. J'aurais 2 enfants. Elle a eu 2 enfants. Puis, avec... Pas les bracelets longs. Puis, avec Étienne Magnan en 1713. Donc, elle va avoir 8 enfants. Elle s'est mariée 2 fois, ma Anne. Ah, ben oui. Une fois en 1708 et une autre fois en 1713. C'est avec Étienne Magnan qu'elle a eu 8 enfants. Romain Dubuc, c'était le fils d'un des filles du roi qui s'est arrivé avec Madeleine Aubry. Ils sont mariés, ils ont eu un gars qui a marié Anne. Après ça, on est rendu à Louise. Louise! Louise, reviens, Louise! Bon, alors je me marie le 5 novembre 1714 à Jean-François Constantino à Pointe-aux-Trembles de Villeuil. Okay. Alexis, tout à l'heure, en 1711, on saute un petit peu de coq à l'âne, excusez là. Alexis, il va développer Laurent du Bas-de-Lac. Alexis, c'est le fils de Laurent. Il faut faire attention quand tu fais des recherches parce que souvent dans ce temps-là, ça portait à peu près souvent les mêmes noms. Fait qu'il fait ça. Angélique? Non, et c'est parce que là, ça arrive serré, là. Donc, le 3 octobre 1717, j'épouse Isaac Joseph Garnier-Grenier, âgé alors de 54 ans, un voisin d'en face, l'autre côté du monde de glace. Ouais, mais reste ici, là. Reste ici, c'est pas bien beau, mais en tout cas, c'est pas grave. Ouais, cache-toi en arrière de moi. Alexis va se marier en février 1721 avec Françoise Carpentier. Je suis sûr qu'elle vient de s'établir ici. Anne? Anne, c'est pas moi. Anne, c'est moi. Ça, c'est toi? Non. Anne, elle a eu 8 enfants. Oh non, je décide, ok. La belle Anne, elle décède en 1731. Parfait. Madame Louise! C'est-tu le bébé, ça, Louise? Non, non. En 1932,
1732, là? Oui, c'est ça. OK. Bon, en 1732, je déménage à la baie du Fèvre. Baie du Fèvre. Je regarde la face de tout le monde, il n'y a pas grand monde qui a l'air à savoir c'est où. Non, c'est en s'en allant... Sur la rive sud du lac Saint-Pierre, dans la partie ouest du lac Saint-Pierre. On fait partie, il y a beaucoup d'immigration des oies blanches. C'est un escale des oies blanches. Il y a beaucoup d'ornithologues qui ont là des donc, nous avons eu 7 enfants, mais le dernier, Joseph, est né en 1733. C'est le seul qui est né à la baie du Fèvre. Les autres sont tous nés à Neuville. C'est ça. Dans la paroisse Saint-François-du-Lac. Peut-être pour vous autres, ça vous dit un petit peu plus. Là. Les baies du Fèvre, là, pour ceux qui font les oiseaux, ils connaissent bien. Et là, va nous arriver un autre boom. Ici. Ah, saviez-vous que je décide de m'emmener? Je décide le 7 mai 1734. A perdu... Ouais. Je vais y lire. On a un problème de distance de bras. Ouais. Je vais mettre dans les gens. Parce que là, tu sais, je peux pas porter les chiffres. Apporte pas. Dans les interprétations des filles du roi, il n'y en avait pas de lunettes à l'époque. Fait que quand ils font leur rôle de fille du roi, parce que c'était vraiment, elle fait son rôle de fille du roi, elle fait partie de l'association, ils ne portent pas de lunettes. Donc, elle décède le 7 mai 1734. Madeleine a perdu Madeleine en 88, Léonard en 1700, Laurent en 1712, Jeanne en 1703, Jeanne en 1703, Anne en 1731 et Louise en 1734. C'est ça, elle est morte après moi. Oui. Elle est mourir avant ma mère. Oui, c'est ça. Ben, en 1734, elle est morte au mois de février. Oui. Puis elle est morte au mois de mai. Sauf qu'elle est à baie du Fèvre. Avez-vous pensé que c'était un méchant bout, là? Elle l'a peut-être pas su que... Elle l'a pas su tout de suite, c'est sûr. Non, parce que dans les mariages, le mariage de François, Nicolas et moi, on n'a pas pu aller au mariage à Françoise, parce que Françoise, elle s'est mariée à Québec. Puis on n'a pas été capable de se rendre, c'était en décembre. En décembre, il faisait mauvais. Fait que, vu que les chemins, il n'y avait pas vraiment de chemin, là. Le chemin de Geoffroy, là, ça fait pas des portes, là. Fait que, nous autres, ce qu'on pouvait, comment qu'on se déplaçait, on se déplaçait en bateau, en barque. Souvent, on dit, hey, embarque, puis débarque. Ben, c'est parce que on se voyageait en barque. Fait que, il faisait pas beau, fait qu'ils n'ont pas pu aller à leur mariage. Je n'ai plus la date, exactement. Mais Madeleine est décédée à quelle heure? En 1734. En 1652. Oui. Fait que ça y fait 48 plus 34. 82. Tu sais, quand ils vous disent qu'ils vont être tous bien jeunes, moi j'ai fait assez de recherche que je le sais. Est-ce qu'elle s'est remariée? Non. Non, je ne suis pas mariée. Non. Hey, moi j'avais eu le Seigneur. J'en voulais d'autres. C'est assez, là. Après 11 enfants, j'ai plus besoin de faire des enfants, là. Avant de finir, là, je vais juste. On va revenir. C'est pas Angélique? Non, c'est Louise. Ah, Louise! On va revenir sur Louise, hein? C'est ça. Parce qu'on a oublié le truc. Oui, on a oublié que le 12 février 1734, j'autorise mon époux, Jean-François, avec l'endossement du seigneur Jean-Baptiste Joudras Desrosiers, à vendre la terre de Neuville, qui était adjacente à la terre de Nicolas Rapp. Et je meurs 11 jours plus tard, soit le 23 février 1734. Donc, je meurs avant mon âge. Oui. Donc, on vous a dit, sont vivants Françoise, Nicolas, Marie, Alexis et Angélique. Des petits-enfants déjà vivants quand elle meurt, elle a déjà 67. Il va en avoir d'autres après, mais là, elle est morte. C'est la fin de la pièce de théâtre. Je vous remercie d'être venu, étant donné que moi je vous ai fait un très court résumé de cette série. On s'est fait donner beaucoup de
livre sur l'histoire de Pont-Rouge qui raconte l'histoire de la maison des riz, du site de pêche des riz et du développement, de la création de la municipalité de Pont-Rouge. Alors, je vais en donner un par, pas toute la famille Matt, mais par chaque couple ou chaque famille. Donc, vous avez juste à venir passer votre copie. Et merci beaucoup d'avoir choisi le site des riz pour une des étapes là, pour raconter l'histoire de votre famille. On a eu affaire là-dedans. Si vous vous promenez sur le bord du pont, là, vous allez voir que franchir ça, ça va peut-être pas évident. Sur des gros morceaux de bois, là. Oui, c'est ça. Alors, bon restant de visite. Merci beaucoup. Ça vient de là? 15 pieds, 20 pieds de large? Pas 2 pieds. Pourquoi le bateau? T'es là-dessus 65 jours. Qu'est-ce que tu vas faire brosser? Oui, ça pourrait ça. Non, ils sont tous en calme, puis ouais. Mais ça sent mauvais, parce que ça veut pas dire qu'au bout du jour, tu te laves. Les maths voyageurs. Les maths voyageurs. Donc, c'est bien souvent la gang à Alexis. Tu verras. Ben, on verra. Mais c'est pour ça que je vends des punchs. Fait que si me dit on verra, c'est des punchs. Puis après ça, moi, je vais revenir, puis on va faire sur façon humoristique, drôle, sur le questionnaire que beaucoup certains ont bouché. Bouché pour faire des questions. Comment on va sur le site? Sur le site, là, il y a pour à peu près 1500 pages, il y a à peu près 250 capsules. Il y a du stock. Bon. Un petit rappel pour finir. Quand on a commencé l'aventure, c'était en 2015. Ça, c'était la première banderole. Ah oui. En 2015, on était à Neuville. On a voyagé un petit peu. Le plus loin qu'on est allé, c'est l'année passée. On a accepté que Gaëtan s'en occupe. Ça a très bien été, très bien fait sa job. Elisabeth l'a un peu tout seul. Elle l'a pas mal aidé. On va partir sur le. On est allé à Saint-Optique l'année passée, parce qu'il y a plusieurs dates. Vous dire l'année prochaine où est-ce qu'on va aller, on ne le sait pas. Pas grands voyageurs. Mais les maths ont été de grands voyageurs. De très grands voyageurs qui ont essaimé partout sur le continent américain. Et je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand on essaime sur le continent américain. Et à quel moment ça a été fait. Alors, on vous a parlé aujourd'hui des 3 fils qui ont eu des enfants, des 3 fils de Nicolas. Alors, on va Laurent. On voit ici le premier, c'est Laurent. Et dans la 7e génération, il y en a un qui s'appelait Cyprien Matt, en 1833, qui est en allé au Manitoba. Et toute sa descendance Matt, maintenant au Montana, aux États-Unis, dans l'État du Montana, toute cette descendance-là, James Edward et d'autres, sont encore des Matt. Toujours des Matt. Voyez-vous, Matt, M-A-T-T-E. L'autre, des enfants de Nicolas. Moi, de Nicolas, hein? Moi, Nicolas. Les bons Nicolas. La 6e génération, il y en a un qui s'appelait Pierre, qui a fait changer son nom, évidemment, à Peter J. Peter J, qui était là en 1856 à 1939, lui aussi au Montana. Et lui, il a fait une descendance Matt, M-A-T-T. Ils ont laissé tomber le... Et ils ont du monde au Montana, à Washington, et des non-autochtones. Mais je vais revenir ici à Michel Cyprien. Il y a un endroit dans tous les grands lacs. Et il remontait tous les grands lacs. Le fleuve Saint-Laurent. On rentrait dans le lac Ontario. Et là, on frappait quelque chose. C'est qu'on frappe au bout du lac Ontario. Les chutes Niagara. C'était difficile de les grimper en cadeau. Fait qu'il fallait qu'il fasse du portage tout autour de ça pour rentrer dans le lac Erie, ensuite dans le lac Huron, et se rendre jusqu'au bout des presque était à ce moment-là aux États-Unis, à Michilimackinac, qui était aux États-Unis, juste au point du grand lac Michigan et du grand lac Erie, le Huron, et le lac supérieur qui était un petit peu en haut. C'était là où tout le monde arrêtait pour aller faire un peu de traite avec les Autochtones qui se promenaient un peu partout, qui amenaient les fourrures de bison, des fourrures d'agneau, des fourrures de castor. Lui, ce qu'il a fait, Joseph Pierre, il a reçu une commande en 1818 de l'abbé Provencher. Vous ne connaissez peut-être pas l'abbé Provencher parce qu'il est devenu Monseigneur Provencher, qui a été le fondateur de Saint-Boniface et de Winnipeg au Manitoba.
Et un de nos ancêtres, donc un de nos cousins ancêtres, lui était un des rameurs qui a amené la baie Provencher jusqu'à Winnipeg, jusqu'à Saint-Boniface. Il fait passer l'hiver là, avant de revenir à Montréal. Alors, juste pour dire un autre qui a été spécial, parce qu'il était avec Monseigneur Provencher, celui qui est devenu le grand découvreur de l'Ouest. Son frère, Louis-Théodore, a voyagé un petit peu en 1809, mais il était plus paresseux. Il est revenu, puis il s'est marié, il n'a pas voulu partir, tu peux comprendre. Quand les gens partaient comme voyageurs, ils travaillaient pendant 3 mois, 4 mois, pour aller jusque dans Winnipeg ou à Michilimackinac ou dans ces coins-là. C'est pour vous dire que c'était pas très drôle, hein? C'était pas très amusant parce qu'ils passaient l'hiver là aussi. Mais là, des fois, il y avait un petit peu de jouissance dans ce milieu-là. Hein? Quand il arrivait là-bas, là, puis qu'il passait l'hiver, il se faisait réchauffer un peu. Par des gens locaux, peut-être des jantes locales, pour pouvoir regarder au chaud. Ce qui a donné naissance à toute une nouvelle nation, qui est la nation métisse. Et c'est comme ça que les métis, parce que nos voyageurs se promenaient là-bas, l'hiver, ils passaient l'hiver au chaud, et pour ça, ils partaient. La plupart du temps, ils partaient. Et là, tu trouves chez les métis des gendrons, des fauchés, des mattes, toutes sortes de noms francophones parmi les nations métisses qui sont dans ce coin-là. Un autre grand, ça a été celui d'Alexis André-Antoine. Lui, il est allé 3 fois au Fort William, 1 fois au lac La Plume. Lui, il aimait ça partir. Il partait tous les 2 ans, il repartait, il signait un contrat, ça en avait un jour. Les intéressants ici, ceux-là, je vais vous en retenir un petit peu plus. Jean-Baptiste Joseph, qui lui, de 1764 à 1840, en 1895, il prend le bateau, je ne sais pas s'il s'est trompé, mais il prend le canot, il est dans un canot, monte jusqu'à Michilimackinac, descend le lac Michigan là, vers Chicago, c'est pas Chicago évidemment, rentre dans le Mississippi, continue dans le Mississippi jusqu'à Nouvelle-Orléans. Là, il a trouvé le temps trop long pour revenir, pour commencer et remonter arrière. Il s'est marié là. Et de nos jours, vous savez, la descendance de Joseph, c'est une énorme descendance de maths qui sont en Louisiane. J'en ai rencontré plusieurs. Je suis allé faire mon petit tour là-bas, j'en ai vu plusieurs. D'ailleurs, les cimetières sont pleins de maths. Hein? Regardez, il y en a plein partout. Oui, c'est vrai, pardon. Eux autres, ils l'ont gardé Matt, M-A-T-T-E, sauf qu'ils le prononcent Mott. Non, Mott. Mott, comme dans la motte de terre. Mott, ça s'appelle des mottes. On n'est pas des maths, on est des mottes. On écrit M-A-T-T-E, mais on s'appelle des mottes. Oui, ils parlent français. Les gens de mon âge, de notre âge, parlent français encore. Ils sont gênés un peu. Parce qu'entre eux autres, parce qu'entre eux autres, ils vont se parler en français. Ils vont faire le français, oui, ils vont faire entre eux autres. Mais quand il y a un étranger, même si c'est un étranger qui parle français, ils sont gênés parce qu'ils disent mon français n'est pas assez bon, ou j'ai un français avec un gros accent. Donc, je préfère en parler. Ils ne parlent pas, non, ils ne l'écrivent pas. Ils ne l'écrivent pas, c'est très difficile. Il ne faut pas oublier qu'on leur a interdit l'enseignement du français en Louisiane. Ça a été interdit. Ils ne pouvaient absolument pas parler français à l'école. Dès qu'ils arrivaient, tu parlais français, tu te faisais taper. Donc, après un bout de temps, le monde, ils sont obligés de passer. Ce qui est intéressant chez ces Acadiens-là, c'est que eux, ceux de notre génération, parlent encore français entre eux, un peu, mais je les ai forcés à parler français avec moi. Leurs enfants ne parlent pas français. Mais leurs petits-enfants, parce qu'il y a un renouveau en Acadie de Louisiane, eux vont à l'école, vont dans les écoles d'immersion et réapprennent à parler français. C'est vraiment intéressant de voir comment le français est devenu important en Louisiane. Je vais vous montrer quelques photos de ça après. Les 2 autres qui sont intéressants sont les descendants de Jean-Baptiste, Joseph Hubert, qui est allé en Oregon en 1840, et Louis, qui est allé avec son cousin, c'est les 2 qui sont allés là-bas. Les autres, leur descendance, c'est des M-A-T-T. Il n'y a pas de E à leur nom. Mais ce sont des autochtones. Totalement autochtones. Ce sont des gens qui sont, parce que lui et lui se sont mariés avec des femmes autochtones, et leur descendance était des demi-autochtones,
et leurs descendantes étaient des 3/4, puis les petits-enfants, c'était complètement autochtones. Ça, c'est au Montana. Je suis allé au Montana. Je suis allé rencontrer ces Macs-là. Ils ne parlent pas français. Mais ils sont très convaincus de leur nom Mac. Et ils prononcent Mac. Pas de E, mais ils prononcent Mac, comme on pourrait le faire nous autres aussi, ici aussi. Et si on regarde là-bas quelle sorte d'Autochtones, dans quelle tribu, c'est dans la tribu des pans d'oreilles et des nez percés. Ils appellent là-bas les nez perces, nez percés, nez perces, ou les pans d'oreilles, pendants d'oreilles. C'est des noms que les Blancs leur ont donnés quand ils sont arrivés, quand ils ont vu les premiers Autochtones là-bas, parce qu'il y en a qui avaient des choses aux oreilles, puis il y en a qui avaient des nez percés. Et leur vrai nom, les noms qu'eux veulent se faire reconnaître, c'est la tribu des Salish et des Kootenai. Alors que c'est des gens qui sont très intéressants aussi, que j'ai vus là-bas. Je continue. Juste vous donner un exemple, ça c'est le contrat de Pierre Norbert Provencher. Alors ça dit combien d'articles des contrats comme ça qui étaient écrits à la main par le notaire, devant un notaire, puis il y avait l'argent qu'il devait donner, etc. Combien il devait faire, puis s'il ne se faisait pas, s'il ne se rendait pas, puis il ne prenait pas, il n'y avait pas d'argent. C'est difficile à lire, mais ça prend un petit cours de paléographie, mais on peut lire. Celui-là, il se lit très bien. Si vous pouvez le voir, Norbert Provencher, Joseph et Séverin, Joseph Nicolas Dumoulin de sa continue. Je peux lire, je peux lire ça, je vous ai fait ça. Oui, non, mais pas obligé de regardez. Regardez, pas obligé, j'ai fait de même. Non, mais là, il va bien vous aider, là, il disait, je suis pas capable de lire, je suis pas capable de lire. Là, on peut lire. Présent Joseph Pratt, cultivateur de Laurent Sorel. C'est une gang de Sorel, hein? C'est chez vous, ça, là? Hein? C'est ça. Ils sont là. C'est beaucoup qui partaient de Sorel. Je pense qu'il n'y avait pas assez de terre, alors les plus jeunes partaient, puis il y avait faire un peu de carotage. Ils étaient probablement sur la terre de leurs parents, ils étaient cultivateurs. Et quand il avait 12 enfants, le 12e, lui, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, était mécanicien à bord des bateaux. Il était mécanicien à bord des bateaux. Il y en a un, c'était chaud. C'est la même. C'est très simple. Il était cultivateur, il était aussi mécanicien. C'est mon grand-père à Terre, c'est un sur le riz de l'or, comme de l'or. Mais ça se peut très bien que ce soit lui, parce qu'il faut pas oublier qu'il est allé une fois. Il a juste fait une fois le voyage dans l'Ouest avec Monseigneur Provencher, avec l'abbé Provencher. Ça ici, c'est la ligne rouge. C'est le Montana. Ça, c'est l'État dans lequel je suis allé faire un tour pour voir ces gens-là. Et ils sont ici sur une réserve. La réserve des Flatheads. Et des têtes plates. La réserve des têtes plates. Et il y a un immense lac ici qui s'appelle le lac Flathead, qui est le plus grand lac d'eau, pas salé, à l'ouest du Mississippi. Et là, on est à côté de ces rocheuses, ça, Guy? Oui, dans les rocheuses, les rocheuses sont plus ici, de ce côté-là. Ça ici, c'est un début de montagne, mais c'est une vallée. C'est une immense vallée. Quand ils ont pris les Indiens, puis les Indigènes, les Autochtones, puis ils ont sorti de différentes terres pour les envoyer dans des endroits qui étaient moins habitables ou habités, ben, ils ont profité pour les mettre dans des endroits moins intéressants et les envoyer là. Mais c'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique. Oui, ils sont bien occupés. Tout ça, ça leur appartient. Toute cette section-là, le lac, appartient à la tribu des Salish, les pans d'oreilles, les disperses, les versés, ça leur appartient. Oui, oui, ils vivent là. Oui. Ça, c'est le lac Flathead. Vous voyez le parlement tribal des trois nations, les Salish, les Kootenays et les... J'ai oublié la troisième. Et l'autre. J'ai oublié la troisième. C'est très beau, c'est bien aménagé. On voit qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et c'est près de là, il y a l'église de Saint-Ignatius, qui était la première paroisse qui était paroisse catholique qui a été créée dans ce coin-là.
par les Autochtones eux-mêmes. C'est eux qui ont créé cette église et cette paroisse, avec les pères qui étaient des Oglats, je me rappelle bien. C'est une très belle église. Quand on va à l'intérieur, on voit que ça a été fait avec beaucoup de respect. Une chose que j'ai oubliée. On va pas y aller à l'intérieur. Les old-timers. Alors ça, c'est deux Matt. Ron Matt, M-A-T-T, Steve Matt. Et Guy Matt, à côté, là, M-A-T-T-A. Mais c'était au café des old-timers, les vieux de la gang, hein, old-timers, les vieux de la gang. Et c'est là qu'on est allé prendre le café, on est allé manger ensemble avec eux. Et ils sont de cette tribu des Salish, la tribu des Pandorés. Oui, oui, vous allez voir que... Ouais, des Macs. Je voulais des Macs. Lui, il a l'air plus autochtone, voyez-vous? C'est qu'il s'appelle Pat Mac. Il est plus jeune, lui, oui, il a 40 ans, peut-être, à peu près. Et c'est son oncle, qui est le chef de la tribu, qui s'appelle Bing. Bing Mac, c'est le chef de la tribu des Salish. Il faut quand même le faire, ça s'appelle Bing Mac. Ouais, on le voit souvent sur Facebook, Pat. Pat, oui, il est souvent sur Facebook. Souvent, parce qu'il aime ça en publier, puis c'est le fun d'avoir des nouvelles. Oui, puis je l'ai rencontré, il était extrêmement gentil. Il m'a emmené partout. Ça se trouve être son arrière-grand-père. Alexander qui a été très présent dans la... Voyez-vous, il est encore un maths, c'est son père, c'est son père, son grand-père, qui était le premier à y aller. Et lui, il était né là-bas, il a vécu là-bas avec les Autochtones. Il était un Autochtone, il a marié un Autochtone aussi. On le voit là, dans son âge un peu plus avancé, avec la moustache, le Clixam, Alexandre. Ça, c'est la vallée des Flatheads. Je ne suis pas capable, mais je pense que c'est un diaporama, pas diaporama, c'est un film. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer, je ne veux pas briser l'affaire. Mais c'est un très joli coin. Ah oui. Mais ça, c'est le lac que tu nous parlais tout à l'heure. C'est le lac que je parlais tout à l'heure, le lac des Flatheads. C'est une magnifique vallée entourée de montagnes. Quand vous allez encore un peu de neige sur le top des montagnes, c'est un lac immense, c'est la Flathead. Et ça, c'est un cimetière autochtone. Si vous remarquez qu'est-ce qu'il y a dans les cimetières, d'abord, quand ils sont enterrés, on leur fait, il n'y a pas de pierre tombale comme on les voit, mais vous voyez, ils mettent toutes sortes d'objets qui rappellent cette personne-là. C'est très intéressant de se promener et de voir toutes les sculptures, les bébelles, les jouets, peu importe ce qu'ils ont dit. Ça dépend quel âge, qu'est-ce que c'est. Et ils sont enterrés comme nous autres? Oui, ils sont enterrés. Ils sont enterrés dans la terre. À cet endroit-là, oui, parce que c'est assez haut dans les montagnes. Voyez, Moody Divide Back. Ça, c'est sa pierre tombale. Moody Divide Back. Violette, probablement, tout comme ça. Là, il y a d'énormes réserves de bisons, et sur la réserve des Flatheads, et qui est maintenant la responsabilité de ces tribus-là. Et c'est à côté de la voiture, celui-là. Mais c'est vous dire que quand ça vous regarde d'un œil, ça, tu dis, on va peut-être pas rester ici parce que c'est des affaires. Même qu'à ramasser une voiture et qu'on tirer ça à l'envers, c'est gros. En Louisiane, maintenant, juste rapidement, en Louisiane, vous voyez la Nouvelle-Orléans, Phantom Rouge, Lafayette, Lake Charles. Ici, c'est la partie acadienne de cette région-là de la Louisiane. C'est là que vous allez trouver le plus de francophones ou d'ex-francophones. Et puis il y a des villages que vous pouvez voir, comme par exemple, vous avez Saint-Martinville, Broussard, Pilet, Évangélile, Abbeville. Il y a plein de petits villages dont le nom est toujours francophone parce que ce sont des francophones qui ont brisé. Oui. Pointe à l'église. Qui s'appelle? Oh, c'est une rue? Possible, je ne sais pas. C'est très possible parce qu'il y a plein de noms français là-bas.
Si vous regardez le nom des comtés, qu'on appelle là-bas des paroisses, hein, c'est pas des. Ils disent pas comtés, ils disent paroisses. Alors vous avez Vermillon, Beauregard, Évangéline, Saint-Landry, Rapide, Avoyenne, Pointe-Coupée. Alors, tous les noms des comtés, ou des paroisses, on les appelle là-bas, ce sont plein de noms francophones encore, parce que ce sont les Acadiens qui ont fait ça. Et les Acadiens sont arrivés là-bas en 1760. Ils sont arrivés là-bas à peu près en 1780. Parce que vous vous rappelez, les Acadiens avaient été déportés en 1755 par les charmants anglais, là, les Britanniques. Ils avaient envoyé en France, les États-Unis, puis une gang qui est partie de France pour retourner en Louisiane, parce qu'à ce moment-là, c'était une propriété espagnole. C'était espagnol. Puis les Espagnols se disent, comment je vais faire pour garder cette partie-là, parce que je n'ai personne là-dedans. Alors, ils ont invité bien du monde, puis les Français qui voulaient revenir pour occuper le territoire, parce qu'ils se sont dit, si on n'occupe pas le territoire, les Américains qui sont juste au bord de la côte vont venir chez nous. Alors, il y a plein d'Acadiens qui sont arrivés à Saint-Martinville. Vous avez même des rapports de l'acte de la déportation pour appeler la déportation des Acadiens. Vous avez l'arrivée, on voit l'arrivée à Saint-Martinville de cette gang qui viennent d'arriver, qui arrivaient dans les bayous, là, les rivières. Vous avez là-bas, j'ai rencontré les enfants, la fille, je vous ai rencontré de Lorenza et Eva Mac. On dirait plutôt Lorenza et Eva Mott. Seigneur, qui en a qui apprennent vite, hein? Ça s'appelle les Mott, Lorenza et Eva. Elle aussi, Eva, c'était aussi une Mac. Vous allez de loin, mais il a tout du même gars. Il était descendu à Louisiane. Si vous vous rappelez de lui. De Joseph. De Joseph. Ça, c'est Elda. Elle était très gentille. Je suis allé chez elle, elle m'a accueilli, elle m'a montré des photos, elle m'a donné un lunch, elle m'a donné un souper. Et ça, c'est son neveu, qui lui aussi est le fils de Mme Matt, sa sœur Elda. Puis ils ont été très gentils. Elle peut parler encore français. Lui, non. Puis pourtant, il s'appelle Guidry. C'est des noms francophones quand même, là. Puis lui, il peut pas. Mais elle pouvait encore. Ça, c'est Alan Matt. On est allé dans un restaurant manger. Le propriétaire, et lui, et moi, on s'est parlé en français. Alan, il communique souvent sur Facebook. Oui, c'en est un. Alan B.H.J. Alan, Alan? Oui. John, c'est lui. Ah, c'est John, c'est ça. C'est John. Regardez comme ça se ressemble, ces deux-là. Les cousins Matt, hein, ça se ressemble. C'est le chêne d'Évangéline à Saint-Martinville. Oui, ça, c'est la. Vous savez, quand il parle d'Évangéline, vous rappelez Évangéline, la chanson Évangéline, son chum, qui a un peu qui est dans ses bras. Ben, ils disent que c'est sous ce chêne-là qu'Évangéline aurait retrouvé son ex, en fait, c'est le chum qu'elle avait perdu, et qui est mort dans ses bras. C'est à cet endroit-là. Même c'est là qu'ils prétendent. C'est pas dit que c'était la vérité. Hein. De toute façon, ce n'est pas si Évangéline, c'est vrai. Ça parle justement de Henry Wadsworth Longfellow, c'est l'autre qui a écrit le poème d'Évangéline. C'est lui qui a fait ça. Le cimetière. Là, tu parlais de cimetière tout à l'heure. Là, en Louisiane, parce que l'eau est juste à comme un pied en dessous. Si tu creuses, il n'y a pas de sous-sol dans les maisons dans cette zone-là, parce que si tu creuses, tu tombes dans l'eau. Tu vas avoir les pieds, c'est ça, tu as les pieds dans l'eau. Alors, on ne va pas enterrer les morts, parce que si tu enterres les morts, la tombe va pas remonter. Alors, plutôt que de les enterrer, ils mettent ça sur une pierre, sur une tombe, puis ils tombent au-dessus de la terre. C'est pour ça que vous voyez partout les terres. Ici, c'est un mat, et là aussi, c'est un mat. On voit les photos à ce moment-là. Il y a plein de maths dans ça. C'est dans Church Point, qui est un endroit où il y a eu énormément de francophones. D'ailleurs, quand je suis allé là-bas, ils ont dit, vous êtes un maths? Ah, ben ok, c'est bon, on va vous interviewer. Ah ouais. Vous voyez, juste montrer qu'on peut que l'eau monte. Hein? C'est des maisons typiques de Louisiane, dans le sud de Louisiane. Vous avez ça sur des pilotis. On fait des maisons sur pilotis parce qu'on ne sait pas. Il y a des inondations. On ne sait pas quand l'eau va monter, puis des choses comme ça. Regardez les maisons ici encore, je pense ça. On va grimper celle-là. Celle-là, j'ai peur. Lui, il avait peur. Oui, mais est-ce que vraiment ils ont de l'eau? Même pas à cette hauteur-là, mais ils ont de l'eau qui arrivait de temps en temps? Je ne sais pas si. Moi, quand j'étais là, il n'y a pas d'eau qui est arrivée là, heureusement, parce que moi, j'étais dans la voiture en face. L'eau dans l'eau, je ne voulais pas.
Alors, c'est parce que j'ai juste passé devant la maison, mais oh, ça c'est une maison à prendre. L'eau n'est pas loin, hein? L'eau est à 1 kilomètre de là, peut-être, mais ouais, c'est comme oui, c'est ça, c'est l'eau de mer. Alors, si l'eau de mer monte, c'est déjà, je crois que certains qui vont faire. Il y a le gars en maths, le kayakiste. Ouais, quelqu'un, ouais. Bon, il a fait des photos. Il y en a des photos. Il a descendu en Louisiane. Oh oui. Quand Joseph est arrivé là-bas, c'est le genre de maison qu'il avait, le premier, là. Vous avez vu ce qu'ils ont maintenant? Ça, c'est ce qu'ils avaient avant. T'as pas fort, t'as pas gros, hein? Avec la cuisine qui était une petite chambre à coucher avec la catalogne. Il y a des moustiques? Ouais. Alors, c'est pour vous dire que il y a toute une catégorie de maths qui sont en Louisiane et toute une autre gang qui sont au Montana, en Oregon, dans l'État de Washington. Et sur les flatheads, d'ailleurs, ils disent, il y a un dicton là-bas, il y a tellement de maths ici que si tu garoches une roche en l'air, probablement qu'elle va tomber sur un mat. Juste pour vous montrer comment est-ce qu'ils pensent qu'il y en a. Il y en a beaucoup, j'en ai rencontré. Alors, je vous remercie de votre oui. Vous avez été voir ça. Est-ce que vous avez raconté l'histoire? Les autres sont au courant de l'histoire. Moi, j'ai coupé les autres entendre là-bas. Est-ce que le monde de par là sont au courant de l'histoire des mains? Ils savent d'où ça vient? Oui, ils le savent. Ils sont très intéressés et du côté du Montana et du côté de la Louisiane. Beaucoup plus la Louisiane encore, parce qu'il y a plus de liens avec ce qu'on a fait. Moi, je communique beaucoup avec Alan et John. C'est ça. Mais ceux de là-bas, ils savent qu'ils sont des maths. Ils connaissent Alexander, ils connaissent tous Alexander qui est un chum avec Big Sam et tout ça. Ils savent que ça vient du Québec, de Nouvelle-France. Ils font des rencontres aussi. Oh oui, il y a des powwows, il y a des groupes là comme ça qui sont très intéressants. Alors, je ne veux pas vous prendre plus de temps, mais je vous remercie de votre attention et j'espère que ça a été assez intéressant. Voilà.